Une voiture à 1 million de dollars peut révéler plus que du luxe. Elle peut exposer des vérités cachées. Une rencontre inattendue entre arrogance et talent change complètement le cours de deux vies. Lorsque les préjugés et l'orgueil se heurtent, quelque chose d'extraordinaire peut naître. Parfois, le cœur est réparé, au moment où un moteur recommence à fonctionner. Si cette belle histoire d'amour et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. C'était par un matin froid de novembre, mais le soleil, têtu, s'imposait déjà sur les gratte-ciel de Paris, peignant d'or les façades de verre et d'acier. Au cœur de Paris, devant l'une des boutiques les plus exclusives des Champs-Élysées, une Ferrari rouge pulsait sous la lumière, presque comme un être vivant. Sa carrosserie, d'un écarlate vibrant, reflétait le ciel bleu et les nuages épars, attirant les regards curieux des piétons pressés et des touristes, téléphone à la main. C'était plus qu'une voiture, c'était une déclaration, une œuvre d'art sur roue, un symbole incontestable de pouvoir et de luxe. C'est alors qu'elle apparut, pas d'un taxi ou d'une voiture de transport, mais à pied, d'un pas ferme et décidé, comme si elle connaissait chaque fissure de ce trottoir. Sophie, avec ses yeux intenses et ses cheveux bruns attachés en un chignon désinvolte, ne s'habillait pas comme les femmes qui flottaient habituellement dans ce quartier. Son jean usé et sa veste en cuir lui donnaient une aura de praticité, de quelqu'un qui ne se souciait pas des apparences, mais plutôt de l'essence des choses. Ses yeux, cependant, reflétaient une curiosité vorace, et s'arrêtèrent sur la Ferrari comme un aimant. Elle s'approcha lentement, presque hypnotisée par la perfection de la machine. Ses doigts, habitués à manipuler des outils et à sentir la vibration des moteurs, ne résistèrent pas. D'un toucher léger et presque révérencieux, elle fit glisser sa paume sur la carrosserie chaude, sentant la température du métal sous le soleil, admirant chaque courbe aérodynamique, chaque détail méticuleusement dessiné. Ce n'était pas simplement de l'admiration, c'était une connexion, une reconnaissance d'une ingénierie supérieure, d'un travail bien fait. Soudain, une voix grave et irritée trancha l'air, brisant la bulle de concentration de Sophie. « Enlevez vos mains de ma voiture, immédiatement !» L'ordre, prononcé avec une autorité incontestable, la fit reculer instinctivement. Devant elle se tenait un homme imposant, en costume impeccable et au regard fulminant. François Dupont, le milliardaire PDG de Dupont Tech, était connu tant pour sa fortune colossale que pour son tempérament explosif et son aversion pour tout ce qui n'était pas sous son contrôle. Il était habitué à être obéi, à voir ses désirs satisfaits d'un simple claquement de doigts. Sophie ressentit un mélange de surprise et de gêne, mais pas de peur. Son dos se redressa et elle le regarda avec la même intensité qu'il la fixait. « Désolé, j'admirais simplement. C'est une sacrée machine, » répondit-elle, sa voix ferme, sans une once de soumission. François fronça les sourcils, surpris par l'audace de cette femme. Personne n'osait le défier de cette façon, surtout pas une inconnue qui semblait sortir d'un garage automobile. « Admirer ou vandaliser ? Ma voiture n'est pas faite pour être touchée par n'importe qui, » rétorqua-t-il, le ton encore plus acerbe. Il n'avait aucune idée de qui se tenait devant lui, et son esprit la cataloguait déjà comme une curieuse effrontée, peut-être une chasseuse d'autographes ou quelqu'un en quête d'un scandale. Ce qui semblait n'être qu'un banal conflit d'ego allait bientôt se transformer en un tournant qui changerait la vie des deux protagonistes de manière inimaginable. Sophie laissa échapper un rire court, presque imperceptible, mais qui portait une touche d'ironie. « Vandaliser ? Monsieur, votre voiture a des problèmes bien plus graves qu'un simple toucher. L'alignement est irrégulier. Il y a une défaillance dans le système hybride qui n'a pas été détectée. Et si vous regardez bien, vous verrez des signes d'usure qui pourraient conduire à une défaillance du moteur à tout moment. » Elle pointa vers des zones spécifiques de la voiture, avec une précision qui le laissa stupéfait. François, initialement incrédule, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il venait juste de récupérer la voiture après une révision. « C'est absurde. Ma voiture sort tout juste de la concession. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » vociféra-t-il, mais le doute commençait déjà à éroder sa certitude. Avant qu'il ne puisse poursuivre sa réprimande, son téléphone sonna. C'était Pierre, le responsable de sa flotte de véhicules de luxe. « Monsieur Dupont, désolé de vous déranger, mais nous avons un problème grave avec la Ferrari. L'équipe de diagnostic à distance vient d'identifier une défaillance critique dans le système hybride et un désalignement sérieux. Il semble que la voiture nécessite une intervention urgente. Nous avons déjà contacté la spécialiste qu'on nous a recommandée. Elle devrait être en route.
La voix de Pierre résonna de l'autre côté de la ligne, confirmant chaque mot de Sophie. Le choc fut immédiat. Le visage de François pâlit. Il raccrocha, les yeux fixés sur Sophie qui l'observait avec une expression sereine, presque compatissante. La femme qu'il avait traitée avec mépris, qu'il avait humiliée publiquement, était en réalité la seule personne capable de sauver sa précieuse voiture. Son masque d'arrogance commença à se fissurer, révélant une gêne profonde. Lui, l'homme qui jugeait les gens par leur apparence et leur compte en banque, se trouvait face à quelqu'un qui le surpassait en connaissance et en professionnalisme. « Monsieur Dupont, je suis Sophie Martin, la mécanicienne recommandée pour la réparation de votre Ferrari », révéla-t-elle finalement, lui tendant la main. Le silence envahit le trottoir, auparavant bruyant. François regarda la main tendue, puis le visage de Sophie, et sentit le poids de sa propre présomption. Il y avait beaucoup à réparer ici, et pas seulement la voiture. Cette rencontre, qui avait commencé par un affrontement, se transformait maintenant en un point de bascule. La voix encore altérée par le choc et la honte, François parla enfin. « Mademoiselle Martin, je suis désolé. Je n'ai pas, s'il vous plaît, effectué la réparation dans mon garage personnel. J'ai tout l'équipement de dernière génération là-bas. » Il fit un geste vers une voiture noire qui s'approchait, un chauffeur ouvrant déjà la porte. Sophie acquiesça, une lueur de défi dans les yeux. Elle savait que cette invitation ne concernait pas seulement la voiture. Elle concernait aussi la tension qui s'était installée entre eux et qui promettait de se transformer en quelque chose d'inattendu. La Ferrari, autrefois symbole de son intouchabilité, allait maintenant être le théâtre d'une confrontation qu'il n'aurait jamais imaginée. Le trajet jusqu'à la résidence de François Dupont se fit en silence. Sophie observait le paysage urbain se transformer en banlieue luxueuse, où des manoirs se cachaient derrière des portails imposants et des jardins méticuleusement entretenus. Le chauffeur, un homme discret et efficace, conduisait la voiture avec la même précision que Sophie appliquait dans son travail. François, assis à côté d'elle sur la banquette arrière, semblait plongé dans ses propres pensées, la gêne encore visible dans sa posture rigide. Il lui jetait des regards furtifs du coin de l'œil, comme s'il essayait de déchiffrer l'énigme qu'elle représentait. À leur arrivée, ce qui se révéla n'était pas simplement un garage, mais un sanctuaire automobile. Les portes en verre dépolies s'ouvrirent automatiquement, révélant un espace qui semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture. Le sol poli reflétait les lumières encastrées dans le haut plafond et des outils de dernière génération, organisés avec une précision presque obsessionnelle, brillaient sur des panneaux en acier inoxydable. D'autres voitures de luxe étaient égarées, mais la Ferrari, maintenant remorquée et positionnée au centre, semblait attendre son salut. Sophie, habituée au garage bruyant et plein de graisse, sentit un léger sourire se former sur ses lèvres. C'était tout un contraste. Mais la passion pour la mécanique transcendait n'importe quel décor. « Faites comme chez vous, mademoiselle Martin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez simplement, » dit François, sa voix encore un peu hésitante, mais avec un ton plus respectueux qu'auparavant. Il s'éloigna, lui donnant de l'espace, mais ses yeux ne la quittèrent pas. Sophie, quant à elle, ignora le luxe qui l'entourait et s'approcha de la Ferrari. Ses doigts, autrefois légers sur la carrosserie, devinrent chirurgicaux. Elle ouvrit le capot, et l'odeur d'huile et de métal remplit l'air, un parfum familier et réconfortant pour elle. C'était là, dans cet enchevêtrement de fils et de pièces, qu'elle se sentait chez elle. Elle commença son diagnostic, se déplaçant avec une fluidité que seule l'expérience et le compétence pouvaient procurer. Ses yeux parcouraient chaque composant. Ses mains touchaient les connexions, sentant les moindres vibrations, écoutant les murmures du moteur. François observait, fasciné. Il avait vu des ingénieurs et des techniciens travailler dans ces entreprises, mais jamais avec cette passion, cette dédicace presque artistique. Elle ne se contentait pas de réparer une voiture. Elle communiquait avec elle, comprenant son langage silencieux. « Le problème n'est pas seulement dans le système hybride, monsieur Dupont, » dit Sophie, sans quitter des yeux le moteur. « Il y a une surcharge dans les circuits d'allumage, et les bougies sont carbonisées. Cela indique que la voiture travaillait sous un stress constant, peut-être à cause d'une programmation inadéquate de la centrale électronique. » Elle parlait avec une clarté impressionnante, traduisant des termes techniques dans un langage qui, même pour un novice comme François, avait du sens. Il s'approcha, curieux, et elle, sans lever la tête, lui tendit un outil. « Pouvez-vous me passer le tournevis Philips, s'il vous plaît ?» François hésita une seconde, n'ayant jamais de sa vie tenu un tournevis avec l'intention de l'utiliser, mais le naturel avec lequel elle avait demandé, comme s'il était un assistant ordinaire, le désarma.
Il prit l'outil et le lui tendit. Leurs doigts se touchèrent brièvement, un contact rapide, mais qui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de François. C'était le premier contact non hostile entre eux, un petit point de bascule. « Mon père disait toujours qu'un moteur est comme un cœur », commença Sophie, tout en travaillant avec précision sur un composant délicat. « Il a son propre rythme, ses propres battements. Si vous savez écouter, il vous dit ce dont il a besoin. Il m'a tout appris. Depuis que j'étais petite, j'étais dans l'atelier, couverte de graisse, apprenant à différencier le son d'un roulement usé du bruit d'une soupape coincée. » Elle sourit, un souvenir lointain illuminant son visage. « Il m'a toujours encouragé, même quand tout le monde disait que la mécanique n'était pas pour les filles. J'ai affronté beaucoup de préjugés, vous savez. Des rires, des regards dédaigneux. Mais mon père disait toujours « La connaissance n'a pas de genre, ma fille. Et le talent, le talent parle de lui-même. » François l'écoutait en silence, l'arrogance d'autrefois cédant la place à une admiration sincère. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi authentique, aussi connecté à sa passion. Les mots de Sophie résonnèrent en lui d'une manière inattendue. « Mon père aussi. Il aimait les voitures, » commença François, sa voix plus douce que d'habitude. Il n'était pas mécanicien, il était ingénieur, mais les voitures étaient sa passion. Il m'emmenait aux courses, m'enseignait les moteurs, l'aérodynamique. Après son départ, les voitures sont devenues une façon de garder une part de lui vivante. Je les collectionnais, les gardais impeccables, comme si cela pouvait combler le vide qu'il avait laissé. Le garage, autrefois scène de tension, se transforma en un espace de confidence. La réparation de la Ferrari cessa d'être une tâche mécanique et devint un dialogue entre deux âmes apparemment opposées, mais également marquées par des pertes et la solitude. François, qui avait toujours cru que l'argent et le pouvoir suffisaient à combler n'importe quel vide dans sa vie, commença à percevoir le vide que cela avait laissé. Il voyait en Sophie non seulement une spécialiste, mais une femme avec une histoire de dépassement, avec une force qui venait de l'intérieur, non des biens matériels. Et Sophie, à son tour, habituée à ériger des murs contre tout type de rapprochement émotionnel, commença à voir qu'il existait peut-être quelque chose au-delà des barrières qu'elle avait construites pour se protéger. François, le milliardaire arrogant, se révélait être un homme avec ses propres cicatrices, avec une vulnérabilité qu'elle n'attendait pas. Pendant des heures, ils travaillèrent ensemble. Elle, avec ses mains habiles, et lui, apprenant à manipuler des outils, à comprendre les signes subtils d'une machine qui avait besoin d'attention. L'attention initiale fit place à une complicité silencieuse, ponctuée de brefs échanges de regards et de sourires discrets. Il l'aidait à tenir des pièces, à éclairer des zones sombres, se sentant étrangement utile, quelque chose que son monde de réunion et de décisions financières lui procurait rarement. À un moment donné, alors que Sophie se penchait sur le moteur ayant besoin d'une clé spécifique, François la prit sur l'établi et la lui tendit. Leurs doigts se touchèrent à nouveau, cette fois pour un instant plus long, un toucher qui n'était pas accidentel, mais qui portait une électricité subtile, une connexion inattendue, qui allait au-delà d'un simple geste d'assistance. Le regard de François s'attarda sur le sien, et une chaleur différente, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, commença à s'allumer dans sa poitrine. Mais, alors que tout semblait se diriger vers un tournant positif, vers le début de quelque chose de nouveau et prometteur, le son de voix et de pas s'approchant du garage brisa la magie du moment. Les portes en verre s'ouvrirent à nouveau, révélant trois hommes en costume, aux sourires présomptueux et aux regards curieux. C'étaient des amis et des associés de François, des figures influentes de son cercle social, qui arrivaient par surprise, sans avertissement. Le passé arrogant de François, celui qu'il commençait à dépouiller, était sur le point de revenir de manière écrasante. Les sourires sur les visages des nouveaux venus se figèrent dès que leurs yeux se posèrent sur Sophie. Là, penchée sur le moteur d'une Ferrari de millions, se trouvait une femme en jean et veste en cuir, les mains couvertes de graisse, aux côtés de François Dupont, l'intouchable PDG. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de jugement et de surprise. « François, mon cher, quelle surprise de te trouver ici, et en compagnie, » dit l'un des hommes, un individu corpulent avec un sourire forcé, dont le regard parcourut Sophie de haut en bas avec dédain. C'était Richard, l'un des plus anciens associés de François, connu pour son esprit affûté dans les affaires et sa vision étroite de ce qu'il considérait comme approprié. Les deux autres, moins directs, échangèrent des regards complices, un air de supériorité flottant au-dessus d'eux. Sophie sentit les regards percer sa peau,
l'inconfort grandissant. L'atmosphère de complicité qui s'était établie entre elle et François se dissipa en un instant, remplacée par une tension palpable. Elle se redressa, s'essuyant les mains sur un chiffon, et attendit. Ses yeux se tournèrent vers François, cherchant en lui la reconnaissance, la défense qu'il avait démontrée quelques instants auparavant. François, quant à lui, sentit le poids des regards de ses associés. Le masque d'arrogance qu'il commençait à dépouiller sembla se replacer automatiquement. L'image qu'il cultivait, la réputation d'homme d'affaires implacable et distant, était en jeu. La peur du jugement, de la désapprobation, de la perte de statut, le frappa comme la foudre. La chaleur que Sophie avait allumée dans sa poitrine commença à se refroidir sous la pression sociale. « Richard, Charles, Marc, quelle surprise !» dit François, la voix tendue, sans la familiarité qu'il avait partagée avec Sophie. Il se tourna vers elle, et l'éclat dans ses yeux se transforma en quelque chose de froid et de formel. « Mademoiselle Martin, la voiture est-elle prête ?» La question, prononcée d'un ton qui la réduisait à une simple employée, trancha Sophie comme un couteau aiguisé. Le Mademoiselle Martin sonna comme une gifle, effaçant toute trace de connexion qu'ils avaient reconstruite. Elle sentit son cœur se serrer, une douleur aiguë de trahison. Cet homme qui quelques instants auparavant avait partagé des souvenirs de son père, qui s'était montré vulnérable et curieux, la traitait maintenant avec la même froideur et le même mépris qu'il avait manifesté dans la rue. « Oui, monsieur Dupont, la Ferrari est impeccable. Le système hybride est calibré, les bougies ont été changées et l'alignement corrigé. Il n'y a plus aucun problème, répondit-elle, sa voix contrôlée, mais avec un tremblement presque imperceptible. Elle lui tendit les clés, ses yeux fixés sur les siens, le défiant de soutenir son regard. François prit les clés, et pendant un instant leurs doigts se touchèrent à nouveau, mais cette fois l'électricité était de douleur, non de connexion. Il détourna le regard, incapable de la regarder en face. « Excellent. Mon chauffeur vous ramènera. » Richard laissa échapper un rire étouffé. « Une mécanicienne, François. Tu diversifies tes investissements ?» Le ton était moqueur et les deux autres rirent en chœur. Sophie n'attendit pas la réponse de François. Elle n'avait pas besoin de plus d'humiliation. La déception était un nœud dans sa gorge, plus douloureuse que n'importe quel préjugé qu'elle avait déjà affronté. Elle prit sa boîte à outils, qui était sur le sol, et sans dire un mot tourna le dos et marcha vers la sortie du garage. Chaque pas était un adieu, une renonciation à cette complicité qui semblait si prometteuse. François l'observa partir, les paroles de Richard et des autres résonnant dans ses oreilles. Mais l'image de Sophie s'éloignant était plus forte. Il ressentit un vide soudain, une solitude plus lourde que n'importe quelle perte financière. La Ferrari, maintenant impeccable, semblait un monument à sa propre lâcheté. Il avait perdu quelque chose de bien plus précieux qu'une affaire, la chance de se reconnecter avec quelque chose de vrai, avec quelqu'un qui le voyait au-delà de sa fortune et de son pouvoir. Le rire de ses amis semblait distant, insignifiant. Que protégeait-il? Une image? Une réputation qui, à cet instant, semblait vide et sans sens? La honte le frappa de plein fouet. Sans réfléchir, il tendit les clés de la Ferrari à Richard, qui le regarda avec surprise. « Occupez-vous de la voiture », dit François, sa voix rauque. Il se retourna et courut. Il laissa derrière lui ses amis, ses associés, le monde d'apparence qui jusqu'alors guidait sa vie. Il bloqua les contacts qui l'appelaient, les engagements qui l'attendaient. Tout ce qu'il voulait était de demander pardon, de défaire l'erreur, de récupérer cette connexion qu'il avait détruite par ses propres paroles. La poursuite à travers la ville fut frénétique. François courut dans les rues, ignorant les regards curieux, les klaxons des voitures. Il savait qu'elle ne prendrait pas un taxi ou une voiture avec chauffeur. Elle était pratique, indépendante. Il l'aperçut à quelques pâtés de maisons de distance, marchant à grands pas, la tête haute, mais sa posture trahissait la douleur. Elle se dirigeait vers la station de métro de Belleville, un endroit qu'il fréquentait rarement, un monde éloigné de sa bulle de luxe. Il la rattrapa sur le quai, juste avant l'arrivée d'un train. « Sophie, attendez !» cria-t-il, haletant, la poitrine soulevée. Elle se retourna, les yeux humides, mais toujours avec une lueur d'indignation. « Que voulez-vous, monsieur Dupont? Ce n'était pas suffisant de m'humilier devant vos amis. »« Non, ce n'était pas ça. Je suis vraiment désolé, Sophie. J'ai été un idiot, un lâche. J'ai laissé la peur de ce qu'ils penseraient de me dominer. Je ne me soucie pas d'eux, de ce qu'ils pensent. Je me soucie de ce que je vous ai fait. » Il s'approcha, les mains tendues en un geste de supplication. « Je sais que je n'ai pas d'excuse, mais s'il vous plaît,
Donnez-moi une chance de réparer cela. Je ne me soucie plus des contrats de millions, de mon image. Tout ce que je veux, c'est une nouvelle chance. » Elle l'observa, le train s'approchant, le vent ébouriffant ses cheveux. La colère était toujours là, la blessure encore ouverte, mais il y avait quelque chose dans la voix de François, dans la vulnérabilité de ses yeux, qui la toucha profondément. C'était la première fois qu'elle voyait François Dupont complètement dépouillé de son armure, sans le bouclier de l'arrogance. Après quelques instants de silence, qui semblèrent une éternité, Sophie parla finalement, sa voix basse, mais chargée d'une force inébranlable. « Une chance, François. Une seule. Si vous recommencez à me traiter avec irrespect, si vous doutez encore de qui je suis, ce sera la fin. Il n'y aura pas de seconde chance. » François acquiesça avec véhémence, un immense soulagement l'inondant. « Je promets. »« Je vous le promets, Sophie. » Le train s'arrêta, les portes s'ouvrirent et la foule commença à entrer. Sophie hésita un moment, puis fit un geste pour qu'ils la suivent. Ils entrèrent dans le wagon bondé, côte à côte, deux mondes entrant en collision au cœur du métro parisien. Le voyage ne faisait que commencer, et les défauts à réparer n'étaient pas seulement mécaniques, mais profonds, enracinés dans les préjugés et les peurs. Le métro était bondé, un univers à part du silence opulent du garage de François. L'odeur de métal, de sueur et de nourriture de rue remplissait l'air, et la cacophonie de conversations, de rires et d'annonces déformées du haut-parleur était assourdissante. François, habitué à l'isolement de ses voitures blindées et de ses jets privés, ressentit un choc sensoriel. Il se tenait à la barre au-dessus de sa tête, essayant de garder l'équilibre, tandis que le train se balançait, observant la diversité des visages autour de lui. Jamais dans sa vie, il n'avait été aussi exposé, aussi proche de tant de personnes. Sophie, à ses côtés, semblait parfaitement à l'aise. Elle observait le paysage qui défilait par la fenêtre, les immeubles de briques, les magasins de quartier, les graffitis colorés. Pour elle, c'était le rythme de la vie, le pouls de la vraie ville, très différent du monde filtré de François. Elle sentit son regard sur elle et se tourna, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Première fois dans le métro, monsieur Dupont ?» demanda-t-elle, la voix un peu ironique, mais sans malice. François s'éclaircit la gorge, une rougeur montant à son cou. « C'est différent, plus humain. » Il se permit un petit sourire, un geste qui semblait plus authentique que n'importe lequel qu'elle avait vu chez lui. « Je suis vraiment désolé, Sophie, pour tout. J'ai été un parfait idiot. Il n'y a pas d'excuse pour la façon dont j'ai agi. »« Il n'y en a pas, en effet, » acquiesça-t-elle, le sourire s'effaçant un peu. « Mais vous êtes revenu, c'est déjà quelque chose. » Elle le regarda dans les yeux, le sérieux remplaçant la légèreté. « Mais ne pensez pas que ce sera facile. La confiance se construit avec beaucoup d'efforts et se perd en une seconde. Vous devrez prouver que votre promesse en vaut la peine. »« Je sais, et je suis prêt à faire ce qu'il faut, » répondit-il, sa voix ferme, chargée d'une détermination qu'elle n'attendait pas. La conversation continua au milieu du bruit du métro. Ils parlèrent de leur père, des passions qui les animaient, des défis qu'ils avaient affrontés dans leur vie respective. François, pour la première fois, ne parlait pas d'affaires ou d'investissement. Il parlait de lui-même, de ses vulnérabilités, de la solitude qui l'entourait malgré toute sa richesse. Sophie, à son tour, révéla un peu plus de son histoire, des sacrifices qu'elle avait faits pour ouvrir son propre atelier, de la passion qui la poussait à surmonter chaque obstacle. Quand le train s'arrêta enfin à la station de Sophie, elle l'invita à découvrir son atelier. « C'est ici que la magie opère, » dit-elle, une lueur de fierté dans ses yeux. L'atelier de Sophie était l'opposé du garage impeccable de François. C'était un espace modeste mais vibrant, plein de vie. L'odeur d'huile, d'essence et de métal était forte, mais pour Sophie, c'était le parfum de la passion. Des outils suspendus à des murs perforés, des pièces de moteur éparpillées sur des établis, des voitures de différentes époques et modèles attendant des réparations. Il y avait une chaleur là, une énergie de travail acharné et de dévouement. François observa tout avec une curiosité sincère. Il vit des photos poussiéreuses au mur. Une Sophie plus jeune, souriant aux côtés d'un homme aux mains couvertes de graisse, son père. Il y avait un petit espace de repos avec une cafetière et quelques vieux bancs, où clients et amis se réunissaient pour discuter. C'était un lieu réel avec des histoires dans chaque coin. « C'est impressionnant », dit François, et Sophie réalisa qu'il le pensait vraiment. « C'est authentique. Vous avez construit tout cela toute seule ?»« Avec l'aide de mon père, oui, » répondit-elle, un sourire mélancolique. « Il m'a laissé l'héritage, la connaissance.
J'ai simplement continué le travail. Elle prit un tournevis sur un établi et le fit tourner entre ses doigts. Ah, ici, peu importe qui vous êtes à l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce que vous savez faire, à quel point vous vous investissez. C'est un monde de mérite, vous voyez. François acquiesça, pensif. C'était un contraste frappant avec son propre monde, où le nom de famille et la fortune ouvraient souvent des portes que le mérite seul ne pouvait pas ouvrir. Il ressentit une pointe d'envie, non pour la simplicité du lieu, mais pour la clarté et l'honnêteté qu'il représentait. Alors qu'ils discutaient, un jeune homme entra dans l'atelier, un large sourire sur le visage. « Sophie, le moteur de ma Honda fait encore ce bruit étrange. Tu peux y jeter un coup d'œil » Sophie sourit au jeune homme. « Bien sûr, Léo. Laisse-la ici, je vais m'en occuper. » Elle se tourna vers François. « Voici Léo, l'un de mes clients les plus fidèles. Et Léo, voici François. » Elle hésita un instant, ne sachant pas comment le présenter. Léo, sans se soucier de la formalité, tendit la main à François. « Enchanté. Vous êtes un ami de Sophie ? Elle est la meilleure mécanicienne de Paris, croyez-moi. » François serra la main de Léo, un peu surpris par la spontanéité. « Enchanté, Léo. Oui, disons que je commence à m'en rendre compte. » Il regarda Sophie, une lueur différente dans ses yeux. L'après-midi passa rapidement. François resta à l'atelier observant Sophie travailler. Il la vit interagir avec d'autres clients, avec la même patience et le même professionnalisme. Il la vit se salir les mains, résoudre des problèmes complexes avec une facilité impressionnante. Il n'était plus le milliardaire arrogant. Il était un homme apprenant à voir le monde à travers d'autres yeux, les yeux de Sophie. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, François réalisa qu'il était tard. Il se sentait étrangement à l'aise ici, un sentiment qu'il éprouvait rarement dans son propre environnement. « Je dois y aller, » dit-il avec une pointe de réticence. « Mais Sophie, j'aimerais vous inviter à dîner, comme une excuse formelle. Accepteriez-vous » Sophie le regarda, un mélange de surprise et de curiosité dans ses yeux. La proposition était inattendue. Elle était habituée à gérer des moteurs, pas des invitations à dîner de milliardaires. Mais la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il avait démontrée, la convainquirent de lui donner une chance supplémentaire. « J'accepte, François, » répondit-elle avec un petit sourire. « Mais pas dans un de ces restaurants chics où vous avez l'habitude d'aller. Je connais un endroit qui sert le meilleur hamburger de la ville. Ça vous va ?» François sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Je marche. J'adorerais. Ce dîner serait plus qu'un repas. Ce serait un nouveau chapitre, un terrain inconnu pour les deux. Pour François, ce serait l'occasion de prouver qu'il était prêt à sortir de sa bulle de privilèges. Pour Sophie, ce serait l'opportunité de voir si cet homme, qui s'était révélé si complexe et contradictoire, était vraiment capable de changer. La Ferrari n'avait été que le catalyseur. Le véritable voyage ne faisait que commencer. La nuit du dîner approchait et François ressentait un étrange mélange d'appréhension et de curiosité. Ce n'était pas l'anxiété d'une rencontre d'affaires, mais quelque chose de plus personnel, de plus incertain. Il se surprit à fouiller dans sa garde-robe, ce qu'il faisait rarement, cherchant quelque chose de décontracté mais néanmoins approprié. L'idée d'un hamburger à Belleville, si éloigné de ses habituels dîners de gala, était presque surréaliste. Il devait prouver à Sophie qu'il était prêt à sortir de sa zone de confort, à se dépouiller de son armure de milliardaire. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'établissement modeste, l'odeur de friture et de viande grillée l'enveloppa. L'endroit était bruyant, avec une énergie vibrante de conversation et de rire qui résonnait contre les murs. Sophie était déjà là, assise dans une banquette en vinyle rouge, avec une expression sérieuse mais avec une lueur dans les yeux que François n'arrivait pas à déchiffrer. Elle portait un sweatshirt et un jean, et semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement. « François » salua-t-elle sans détour, dès qu'il s'approcha de la table. Il n'y avait plus l'ironie d'avant, juste une observation directe. Il s'assit, sentant le contraste entre son costume bien taillé et la simplicité du lieu. « Sophie, merci d'avoir accepté. »« J'ai dit que je donnerais une chance, » répondit-elle, prenant le menu. « Mais ça ne signifie pas que tout est oublié. Ce qui s'est passé avec la Ferrari n'était que la pointe de l'iceberg, n'est-ce pas? Vous avez agi comme si le monde vous devait quelque chose, comme si les gens étaient jetables. » François sentit le poids de ses paroles. Ce n'était pas une accusation colérique, mais une constatation calme et ferme. « Vous avez raison. J'ai agi de façon inacceptable. Toute ma vie, on m'a appris que tout avait un prix, que je pouvais acheter ce que je voulais, réparer ce qui était cassé. Mais j'ai réalisé que certaines choses n'ont pas de prix
et la confiance en fait partie. Il fit une pause, la regardant dans les yeux. « Je ne veux pas seulement réparer la voiture, Sophie. Je veux réparer l'impression que j'ai donnée, l'erreur que j'ai commise. Je veux apprendre. » Sophie l'étudia un moment, l'expression insondable. « Apprendre quoi, François? À être moins arrogant? À respecter les gens? À être plus humain, admit-il, la voix basse. À voir la valeur dans les choses qui ne figurent pas dans un bilan financier. À voir les personnes, pas seulement ce qu'elles peuvent me donner ou ce que je peux leur prendre. » Le serveur s'approcha et ils commandèrent leur hamburger. Le silence qui suivit ne fut pas exactement confortable, mais il était chargé d'une tension qui semblait nécessaire. Quand la nourriture arriva, François observa l'assiette avec une curiosité sincère. C'était un hamburger simple, mais il semblait appétissant. « Vous avez une vie très différente de la mienne, » dit Sophie, brisant le silence. « Qu'est-ce qui vous a fait venir jusqu'ici, à part le remords ?» François prit le hamburger, sentant la texture du pain et la chaleur de la viande. « Votre authenticité, votre passion pour ce que vous faites, c'est quelque chose que je vois rarement dans mon monde. Les gens sont toujours en train de jouer un rôle, toujours à la recherche de quelque chose. Vous êtes réel. » Il prit une bouchée, et une saveur intense et réconfortante remplit sa bouche. « Et ce hamburger est vraiment très bon. » Sophie permit un petit sourire. « C'est un bon début, François. Mais la route vers la rédemption est longue. Vous ne pouvez pas simplement l'acheter. Vous devrez marcher. »« Je suis prêt à marcher, » affirma-t-il, la détermination dans sa voix. « Et je ne demande pas un pardon facile. Je demande une chance de montrer que je peux être différent. » La conversation, à partir de ce point, prit une tournure moins confrontante et plus exploratoire. Ils ne parlèrent pas de leur vie passée en détail, mais plutôt de leur vision du monde, des principes qui les guidaient. François, pour la première fois, n'essayait pas d'impressionner. Il était honnête, vulnérable, et Sophie se rendit compte que c'était un côté de lui que peu, voire personne, n'avait jamais vu. Elle ne lui pardonna pas immédiatement, mais la rigidité dans ses épaules commença à diminuer, et l'éclat dans ses yeux devint un peu plus doux. À la fin du dîner, François sentit qu'il avait fait un pas significatif, non seulement vers Sophie, mais vers une version plus authentique de lui-même. Il n'avait pas de promesses vides, seulement l'intention de prouver par des actes. « Merci, Sophie, » dit-il en prenant congé, la voix chargée d'un respect qu'elle n'attendait pas. « De m'avoir donné cette chance, et pour le hamburger. »« De rien, François, » répondit-elle, avec un sourire discret. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Sur la Ferrari, sur d'autres choses. » Il acquiesça, comprenant le message implicite. Ce dîner n'avait pas été un conte de fées, mais un pacte silencieux que le voyage de réparation et d'autodécouverte ne faisait que commencer. Et, pour la première fois depuis longtemps, François Dupont était impatient pour le prochain chapitre. Les jours qui suivirent le dîner du hamburger furent remplis d'une attente inhabituelle pour François. Il se surprenait à penser à l'atelier de Sophie, à l'odeur de graisse et de métal, à l'énergie brute du lieu. La promesse d'aider avec la vieille Mustang n'était pas seulement une excuse pour la revoir, c'était une opportunité de plonger dans un monde qu'il connaissait à peine, un monde où les mains sales d'huile étaient un signe de travail bien fait et non de négligence. Le lendemain matin, François congédia son chauffeur et prit un taxi pour Belleville. Il s'habilla de façon plus décontractée, avec une chemise en coton et un jean, essayant de se fondre dans le décor, bien qu'il sache que sa présence serait encore un contraste. À son arrivée, l'atelier était déjà en pleine activité. Le son des outils qui s'entrechoquaient et des moteurs qui ronronnaient, remplissant l'air. Sophie était sous un capot ouvert, les cheveux attachés et quelques taches de graisse sur le visage. Elle portait une salopette bleu marine et semblait complètement immergée dans son travail. Quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, un mélange de surprise et peut-être une pointe de satisfaction. « François, » dit-elle, essuyant ses mains sur un chiffon, « vous êtes vraiment venu. »« J'ai dit que je viendrais, » répondit-il, avec un sourire contenu. « Où est la Mustang ?» Sophie fit un geste vers une voiture classique, rouge délavée, qui était dans un coin. « Elle vous attend. Mais ne vous attendez pas à ce que je fasse tout le travail. Vous allez vous salir les mains. » François acquiesça, enlevant sa veste et retroussant les manches de sa chemise. « Je suis prêt. » Les premiers moments furent, comme prévu, désastreux. François, habitué à déléguer et à gérer de loin, n'avait pas la moindre idée de comment tenir correctement une clé anglaise, encore moins d'identifier une bougie d'allumage. Il fit tomber des outils, posa des questions évidentes et, à un moment embarrassant, faillit renverser un plateau de vis. Sophie, cependant, resta patiente.
Elle l'instruisit avec clarté, lui montrant comment utiliser chaque outil, expliquant la fonction de chaque pièce. « N'ayez pas peur de vous salir les mains, François », l'encouragea-t-elle, l'observant hésiter avant de toucher une pièce graisseuse. « C'est comme ça qu'on apprend. » Il observait ses mains à elle agiles et précises, se déplaçant avec une confiance qu'il ne voyait en lui-même que lorsqu'il s'agissait de chiffres et de stratégies de marché. Il y avait une beauté dans la façon dont elle travaillait, une danse entre la connaissance technique et l'intuition. « Comment savez-vous tout ça ?» demanda-t-il, l'observant ajuster un câble avec facilité. « Des années de pratique et un père qui m'a appris qu'il n'y a pas de mystère dans un moteur, juste de la logique et de la patience, » répondit-elle, sans quitter des yeux ce qu'elle faisait. Et la passion de faire fonctionner à nouveau quelque chose de cassé. C'est gratifiant. François essaya d'imiter ses mouvements, et peu à peu l'étrangeté commença à diminuer. Il commença à comprendre la logique derrière les systèmes, à sentir la texture du métal, l'odeur de l'huile. Il ne réparait pas la Mustang, mais il apprenait à observer, à écouter, à respecter le processus. À un moment donné, il réussit à serrer correctement une vis, et Sophie acquiesça avec approbation. « Vous voyez ? Vous commencez à comprendre. » Un sourire sincère se répandit sur le visage de François. C'était une petite victoire, mais pour lui, cela signifiait beaucoup plus que de conclure une affaire multimillionnaire. C'était la satisfaction de faire quelque chose de ses propres mains, d'apprendre quelque chose de nouveau, de se connecter au monde d'une manière qu'il avait oubliée. Ils travaillèrent ensemble pendant des heures, le rythme de l'atelier devenant presque une bande sonore pour la camaraderie croissante entre eux. Sophie partageait des histoires de clients excentriques et de voitures avec des problèmes inhabituels, et François, à sa propre surprise, se retrouva à raconter certains de ses propres défis, non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui essayait de trouver son chemin. Quand le soleil commença à s'incliner vers l'ouest, colorant l'intérieur de l'atelier de teintes dorées, la Mustang n'était toujours pas prête, mais François sentait qu'il avait fait un progrès significatif, pas sur la voiture, mais en lui-même. « Je dois y aller, dit-il, ressentant une pointe de réticence. Ses mains étaient sales, il y avait une tache de graisse sur sa chemise, mais il se sentait plus léger que depuis longtemps. « Merci pour l'aide, François, » dit Sophie, le regardant avec un sourire fatigué, mais sincère. « Vous n'êtes pas totalement inutile, après tout. » François rit, un son qui s'échappait rarement de ses lèvres en public. « Merci pour le compliment. J'ai vraiment aimé aujourd'hui. » Il hésita. « Puis-je revenir demain ?» Sophie le regarda, et un sourire plus large se forma sur ses lèvres. « Vous pouvez, mais venez préparer pour plus de graisse. » Alors que François s'éloignait de l'atelier, il regarda en arrière. Sophie était de retour à la Mustang déjà immergée dans le travail. Il savait que le chemin était long, que la confiance était fragile et que le changement ne se produirait pas du jour au lendemain. Mais, en sentant l'odeur d'huile sur ses mains et la légère douleur dans ses muscles, il réalisa qu'il était sur la bonne voie. Il ne réparait pas seulement une Ferrari, mais aussi les fissures dans sa propre vie, un écrou et une vis à la fois. La Mustang n'était que le début. Les jours se transformèrent en semaines, et la routine de François Dupont subit une transformation notable. Ses matinées, auparavant exclusivement consacrées aux réunions et aux analyses de marché, commencèrent maintenant par un arrêt à Belleville. Il échangeait son costume contre des vêtements plus pratiques et passait des heures dans l'atelier de Sophie, immergé dans le monde des moteurs, de la graisse et des outils. La Mustang, qui semblait auparavant une montagne infranchissable de pièces inconnues, commença à céder peu à peu, révélant ses secrets sous la direction patiente de Sophie et la persévérance de François. Il ne devint pas mécanicien du jour au lendemain, mais sa capacité à absorber les informations et son dévouement étaient impressionnants. Sophie lui enseignait la logique des systèmes électriques, l'importance de la synchronisation du moteur, la différence entre chaque type de clé. François, à son tour, posait des questions perspicaces, faisant souvent le lien entre les principes mécaniques et les idées d'efficacité et de résolution de problèmes qu'il appliquait dans ses affaires. « C'est comme un gigantesque puzzle », commenta-t-il un jour, en essayant de placer une pièce complexe. Chaque partie a sa fonction, et si l'une ne s'emboîte pas, l'ensemble échoue. Sophie, qui était à ses côtés, observa avec un sourire. « Exactement. Et la beauté réside dans le fait de faire travailler toutes les pièces en harmonie. » L'atelier devint un refuge pour François. Loin des projecteurs et des attentes de son empire, il n'était que François, l'apprenti, l'homme qui était prêt à se salir les mains.
Il se sentait plus connecté à la réalité, plus présent. Les conversations avec Sophie allaient au-delà de la mécanique. Ils parlaient de la vie, des rêves, des pressions que chacun affrontait dans leur monde respectif. Sophie, quant à elle, commençait à voir François non seulement comme le milliardaire arrogant qui avait envahi son atelier, mais comme un homme complexe, à la recherche de quelque chose de plus profond. Un après-midi, alors qu'il nettoyait des outils, Sophie partagea un peu de son histoire. « Mon père disait toujours que les voitures ont une âme, que si vous les traitez avec respect et patience, elles vous le rendent bien. Il m'a tout appris. Après son départ, garder l'atelier a été une façon de le garder vivant, de maintenir notre connexion. » François écouta attentivement, sentant l'émotion dans sa voix. « C'est un bel hommage. Et vous faites un travail incroyable. » Il hésita un moment. « Je n'ai pas eu cette connexion avec mon père. C'était un homme d'affaires, concentré sur la construction de l'Empire. Il n'y avait jamais de temps pour les âmes ou les passions, seulement pour les résultats. Et que ressentiez-vous à ce sujet ?» demanda Sophie, se tournant vers lui. François soupira. Du vide. Un énorme poids de responsabilité, mais peu de satisfaction personnelle. J'ai hérité d'un empire, mais pas d'une passion. C'est pourquoi être ici, c'est si différent. Je sens que je construis quelque chose, même si ce n'est que la compréhension d'un moteur. Sophie acquiesça, comprenant. Ce n'est pas seulement la compréhension du moteur, François. C'est la compréhension de vous-même, que vous êtes plus que vos affaires. Chaque jour, François remarquait de petits changements en lui-même. Il était plus patient, plus observateur. Les décisions au bureau semblaient être plus claires, moins axées sur le pouvoir et plus sur le but. Il commençait même à se soucier moins de ce que les gens pensaient de ses mains sales de graisse ou de ses vêtements décontractés. L'opinion de Sophie et sa propre satisfaction étaient ce qui importait. La Mustang était presque prête. Le moteur ronronnait avec une douceur qu'il n'avait pas eue depuis des années, et l'éclat de la peinture, bien que délavé, semblait plus vibrant. Cette voiture était devenue un symbole de quelque chose de plus grand, de reconstruction, de patience, de collaboration. Un jour, alors que François était à l'atelier, son téléphone sonna sans cesse. C'était son assistant, avec une urgence professionnelle. Il devait être à une réunion importante dans moins d'une heure. François ressentit la vague familière de stress, mais, cette fois, elle ne le domina pas. Il regarda Sophie, qui ajustait un dernier câble sur la Mustang. « Je dois y aller, dit-il avec une pointe de frustration. Le monde des affaires m'appelle. » Sophie sourit. « Allez-y. Mais n'oubliez pas où vous appartenez vraiment maintenant, François. » Il lui rendit son sourire, un sourire sincère et détendu. « Plus jamais. À demain ? » « Demain, la Mustang sera prête pour le test final, » promit-elle. Alors qu'il courait vers le taxi, François réalisa que même si son monde des affaires était exigeant, il avait maintenant un havre de paix, un lieu où il pouvait être lui-même et une personne qui le voyait d'une manière que personne d'autre ne voyait. La Ferrari en panne avait été le catalyseur, mais la Mustang était devenue le pont vers une nouvelle version de François Dupont, une version qui commençait enfin à trouver son propre rythme. Le jour du test final de la Mustang se leva avec un soleil brillant, promettant un temps parfait pour la route. François arriva à l'atelier avec une énergie différente, un mélange de nervosité et d'excitation qu'il ressentait rarement en dehors des salles de réunion à haut risque. Il vit la Mustang rouge, maintenant avec le capot fermé et le moteur ronronnant doucement, qui attendait. Sophie était à côté de la voiture, essuyant les dernières marques de graisse avec un chiffon. Elle semblait satisfaite, le regard fier fixé sur la machine qu'ils avaient ramenée à la vie. « Prêt pour votre première leçon de conduite dans une voiture classique, monsieur Dupont ?» le taquina-t-elle, lui tendant les clés. François prit les clés, sentant le poids du métal dans sa main. Plus que prêt. Qui aurait cru que je serais si excité de conduire une voiture qui ne coûte pas des millions? La valeur d'une voiture ne réside pas dans son prix, mais dans l'histoire qu'elle porte et l'émotion qu'elle procure, répondit Sophie, un sourire sur ses lèvres. Et celle-ci a beaucoup d'histoire. Ils entrèrent dans la Mustang. François au volant, Sophie sur le siège passager, donnant les dernières instructions. Il démarra le moteur, sentant la vibration de la voiture, l'odeur d'essence et de cuir ancien. C'était une expérience viscérale, très différente de la douceur aseptisée de ces voitures de luxe. Faisons un tour dans Montmartre, pour voir comment elles se comportent à différentes vitesses, conseilla Sophie indiquant le chemin. François conduisit avec prudence au début, sentant la direction, la boîte de vitesse manuelle, la réponse de l'accélérateur. La Mustang était un animal différent, exigeant plus d'attention et de sensibilité. Mais à mesure qu'il s'habituait,
La confiance grandit. Il sentit le vent sur son visage, le son du moteur comme une mélodie. C'était libérateur. Ils prirent la route, passant par des rues animées, puis par des tronçons plus ouverts, où François put sentir la véritable puissance de la Mustang. Sophie observait chaque mouvement, attentive à tout signe de problème, mais aussi avec une lueur de satisfaction dans les yeux. « Elle est parfaite, Sophie !» dit François, la voix pleine d'admiration. « Vous avez fait un travail incroyable. »« Nous avons fait, » corrigea-t-elle, se tournant vers lui. « Vous avez appris vite, et vous ne vous êtes pas plaint de vous salir les mains. Cette promenade n'était pas seulement un test de voiture, c'était un test de sa propre transformation. » François se rendit compte que la satisfaction qu'il ressentait ne venait pas de la vitesse ou du statut, mais de la connexion avec la machine, de l'effort conjoint, du dépassement d'un défi. Il conduisait en fait un morceau de son propre voyage. Ils s'arrêtèrent à un point avec vue sur Paris, la Mustang ronronnant doucement. Le silence entre eux était confortable, rempli par la brise et le son distant de la ville. « Je n'aurais jamais pensé me sentir ainsi pour une voiture », confessa François, regardant le tableau de bord ancien, « ou pour un atelier, ou pour une mécanicienne. » Il regarda Sophie, un sourire doux sur ses lèvres. « Vous m'avez montré un monde dont j'ignorais l'existence, et vous m'avez fait voir des choses en moi-même que j'avais oubliées. » Sophie le regarda, le sérieux dans ses yeux se mêlant à une tendresse que François n'avait jamais vue auparavant. « Vous m'avez aussi montré quelque chose, François, que tout le monde n'est pas ce qu'il semble être, et que les gens peuvent changer. J'avais l'habitude de juger les gens par la façon dont ils traitaient leur voiture. Vous avez traité la Ferrari comme un objet, mais la Mustang, vous l'avez traitée avec respect, et cela en dit long. » Il sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. La validation de Sophie signifiait plus que n'importe quel éloge d'un conseil d'administration. « Qu'adviendra-t-il de la Mustang maintenant ?» demanda François, changeant de sujet, mais gardant son regard sur elle. Sophie soupira. « C'est la voiture d'un ancien client. Il sera heureux de la récupérer. » Elle fit une pause. « Mais la vérité était que je pensais déjà à la vendre. L'atelier ne va pas très bien et j'ai besoin de capital. » François ressentit une pointe. Il ne voulait pas que la Mustang s'en aille, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Et l'idée de Sophie en difficulté financière le dérangeait. « Ne la vendez pas, » dit François impulsivement. « Laissez-la moi. Je veux l'acheter. » Sophie le regarda, surprise. « L'acheter ? François, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ce n'est pas par nécessité, Sophie. C'est parce que je le veux. Elle est devenue importante pour moi, et je veux qu'elle reste ici dans votre atelier pour que nous puissions continuer à y travailler si nécessaire, et pour que je puisse continuer à apprendre. » Il la regarda avec sincérité. « Considérez cela comme un investissement. Dans l'atelier, dans notre partenariat. » Sophie hésita, mais l'offre de François n'était pas de la charité, c'était une connexion authentique. Elle vit l'honnêteté dans ses yeux. « D'accord, François, mais à une condition. Vous continuerez à venir ici, et vous continuerez à vous salir les mains. » François sourit, un sourire qui illumina son visage. Marché conclu. « J'ai hâte. » Alors qu'il retournait à l'atelier, la Mustang semblait ronronner d'approbation. François savait que la Ferrari était toujours dans son garage, un rappel du passé. Mais la Mustang, maintenant la sienne, était un symbole du futur, du pont entre deux mondes, et de la promesse d'un voyage qui ne faisait que commencer côte à côte avec Sophie. Il n'achetait pas seulement une voiture, il investissait dans une nouvelle version de lui-même, et dans une connexion qui devenait chaque jour plus profonde et plus significative. L'acquisition de la Mustang marqua un nouveau chapitre dans la vie de François et dans la dynamique entre lui et Sophie. La voiture, maintenant stationnée dans un coin spécial de l'atelier, n'était pas seulement un véhicule, mais un projet continu, une excuse pour que François poursuive ses visites quotidiennes. Il n'était plus un simple observateur, il était un participant actif, un apprenti dévoué qui, étonnamment, commençait à développer un véritable talent pour la mécanique. Ses mains, autrefois impeccables, montraient maintenant des callosités et des taches de graisse, un badge d'honneur qu'il portait avec fierté. Au bureau, ses collègues et assistants remarquèrent le changement. François était plus calme, plus accessible. Il était toujours le PDG implacable, mais il y avait une nouvelle profondeur dans son regard, une patience nouvellement découverte. Les réunions étaient plus efficaces, et il semblait avoir une perspective plus large sur les défis, peut-être parce qu'il comprenait maintenant l'importance de chaque petit élément pour le fonctionnement de l'ensemble. Sophie, quant à elle, ressentait la présence de François dans l'atelier comme une force stabilisatrice.
L'aide financière que l'achat de la Mustang avait apportée avait soulagé une pression considérable, lui permettant d'investir dans de nouveaux outils et même d'embaucher un jeune apprenti. Mais c'était la compagnie de François, sa curiosité sincère et son sens de l'humour inattendu qui changeaient vraiment l'ambiance. Ils discutaient de moteurs, de la vie, des défis de la gestion d'une entreprise et de l'art de réparer ce qui est cassé, tant dans les voitures que dans les personnes. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient sur le système de freinage de la Mustang, une discussion sur un problème technique se transforma en une conversation plus intime. « C'est drôle comment on s'est rencontrés », commenta Sophie, s'essuyant le front avec le dos de la main. « Je vous détestais. Vous étiez la personnification de tout ce que je méprisais. » François rit, un son doux. « Et je pensais que vous n'étiez qu'une mécanicienne têtue et de mauvaise humeur. » Il la regarda, la lumière du soleil entrant par la porte de l'atelier illuminant son visage. « Mais vous m'avez montré que j'avais tort. Sur moi, sur vous, sur ce qui compte vraiment. Et vous m'avez montré que tous les milliardaires ne sont pas des idiots arrogants, répondit-elle, avec un sourire discret, que certains peuvent avoir un cœur, même s'il est bien caché sous des couches de costumes coûteux. » Le silence qui suivit n'était pas de gêne, mais de compréhension mutuelle. La tension initiale entre eux s'était dissipée, remplacée par une amitié solide et un respect croissant. Il y avait une attraction indéniable, un courant électrique subtil qui passait entre eux, mais tous deux semblaient réticents à la nommer, se contentant de laisser la connexion se développer naturellement, comme le réglage fin d'un moteur. Un jour, François reçut une invitation à un gala de bienfaisance, l'un des plus importants du calendrier social parisien. Il assistait toujours à ces événements par obligation, mais cette fois, une idée lui vint. « Sophie, dit-il le lendemain matin, alors qu'il prenait un café dans le petit coin cuisine de l'atelier. « J'ai un événement important la semaine prochaine. C'est un gala de bienfaisance, et j'aimerais que vous veniez avec moi. » Sophie faillit s'étouffer avec son café. « Moi? François, vous êtes fou? Je n'ai pas de vêtements pour ça. Je n'appartiens pas à ce genre d'endroit. »« Vous appartenez à n'importe quel endroit que vous voulez, Sophie, » répondit-il la voix ferme. « Et pour les vêtements, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. J'aimerais vraiment que vous soyez là, pas comme mon accompagnatrice d'affaires, mais comme mon amie, quelqu'un qui me comprend. » Elle le regarda, la surprise dans ses yeux se transformant en considération. L'idée d'entrer dans le monde de François, même pour une nuit, était effrayante mais aussi intrigante. Elle avait vu son côté vulnérable, le côté qui cherchait la rédemption. Peut-être était-il temps de voir le côté de lui qui gouvernait un empire, et peut-être, juste peut-être, lui montrer qu'elle aussi pouvait naviguer entre les mondes. « Je ne promets pas de ne pas renverser du champagne sur quelqu'un d'important, » plaisanta-t-elle. Mais il y avait une lueur d'acceptation dans ses yeux. François sourit, soulagé. « J'accepte le risque. Et je promets que si vous renversez, je nettoierai. » La décision de Sophie d'accepter l'invitation de François marqua un tournant. Ils étaient sur le point de franchir une nouvelle frontière, non seulement entre leur monde, mais dans leur propre relation. La Ferrari, attendant toujours une réparation, était un rappel du passé problématique. Mais la Mustang, maintenant symbole de leur partenariat et de leur transformation, était prête à les emmener n'importe où, y compris vers un avenir incertain, mais prometteur. La semaine qui précéda l'événement de gala fut un tourbillon d'émotions pour Sophie. Elle se retrouva entraînée dans un monde de haute couture et de salons de beauté, quelque chose qui était à des années-lumière de sa routine à l'atelier. François, avec son efficacité habituelle, orchestrait tout, s'assurant qu'elle ait accès aux meilleurs stylistes et maquilleurs, mais toujours avec le souci de respecter le confort de Sophie. « Je me sens comme une voiture préparée pour une exposition », plaisanta-t-elle un jour, alors qu'elle essayait une robe en soie bleu foncé qui tombait parfaitement sur son corps. François, qui l'attendait patiemment, sourit. « Vous êtes une œuvre d'art, Sophie, et vous méritez d'être exposée. » Il remarqua sa réticence initiale à accepter l'aide, mais aussi l'éclat de curiosité dans ses yeux. Elle sortait de sa zone de confort, et il admirait cela. Sophie, quant à elle, était surprise par l'attention aux détails et la gentillesse de François. Il n'essayait pas de la transformer en quelqu'un d'autre, mais plutôt de mettre en valeur sa beauté naturelle, choisissant des pièces qui complétaient sa personnalité forte et indépendante. Elle se retrouva à se regarder dans le miroir et à reconnaître une version d'elle-même qu'elle avait oubliée, une femme qui pouvait être élégante et sophistiquée sans perdre son essence. Le jour du gala, la nervosité de Sophie atteignit son apogée. Elle était habituée à l'odeur de graisse et d'huile,
pas au parfum coûteux et à l'éclat des bijoux. Quand François vint la chercher, il était impeccable dans un smoking sur mesure, exhalant l'aura de pouvoir et d'élégance qui était sa marque de fabrique dans le monde des affaires. Mais, en la voyant, ses yeux s'adoucirent. Sophie portait la robe bleu foncé qui mettait en valeur ses yeux et la rendait éblouissante. Ses cheveux étaient élégamment attachés, et un maquillage subtil soulignait ses traits. Elle ne ressemblait pas à une mécanicienne. Elle ressemblait à une femme qui appartenait à cet environnement. « Vous êtes incroyable, Sophie », dit François, la voix un peu rauque. Il lui tendit la main, et elle l'accepta, sentant le courant électrique familier entre eux. Le trajet en limousine jusqu'au lieu de l'événement fut rempli du silence confortable qu'ils avaient développé. Sophie observait les lumières de la ville, sentant le poids de l'attente. « Et si je dis quelque chose de mal? Et si je ne m'intègre pas ?» murmura-t-elle. François serra sa main. « Vous vous intégrerez parfaitement. Soyez vous-même. Et si quelqu'un ose vous faire sentir mal à l'aise, je les ferai regretter. » Il y avait une promesse dans sa voix qui la rassura. En entrant dans la salle de bal, Sophie fut immédiatement enveloppée par le bourdonnement des voix, l'éclat des lustres et l'opulence de l'environnement. C'était un monde de visages célèbres, de magnats et de figures de la haute société. Elle sentit les regards curieux sur eux et la question silencieuse dans chaque paire d'yeux, qui est-elle? François, cependant, semblait indifférent à tout cela. Il la conduisit avec assurance, la présentant à certains de ses contacts les plus proches, toujours avec un sourire fier. « Voici Sophie, l'une des personnes les plus talentueuses et fascinantes que je connaisse, disait-il, et Sophie sentait la chaleur monter à son visage. Elle fut surprise de découvrir que, malgré sa nervosité initiale, elle parvenait à se comporter avec grâce et même à apprécier certaines conversations. Elle parlait de son travail à l'atelier, de sa passion pour les voitures anciennes, et remarquait que les gens étaient sincèrement intéressés, peut-être fatigués de la superficialité de leur propre monde. François l'observait, un sourire discret sur ses lèvres, fier de la façon dont elle s'adaptait. Cependant, le moment de plus grande tension survint lorsqu'ils rencontrèrent un groupe de collègues de François, dont un rival d'affaires connu pour son arrogance. « François, mon cher, quelle surprise de te voir avec une compagnie si inhabituelle » commenta l'homme, ses yeux évaluant Sophie avec un dédain à peine dissimulé. « J'espère qu'elle n'est pas ici pour réparer le système d'éclairage. » François sentit la colère bouillonner, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sophie fit un pas en avant, sa voix calme, mais ferme. « En fait, je suis ici pour rappeler à François que tout dans la vie ne peut pas être réparé avec de l'argent. Certaines choses exigent de la passion, du dévouement et un peu de graisse sur les mains. Quelque chose que, visiblement, vous ne comprendrez jamais. » L'homme resta sans voix, et François ressentit une vague d'admiration pour elle. Sophie ne se laissait pas intimider. Elle était authentique, forte et inébranlable. Plus tard, alors qu'il dansait lentement au milieu de la foule, François l'attira plus près. « Vous avez été incroyable là-bas, » murmura-t-il à son oreille. « Vous les avez réduits au silence. » Sophie sourit, se sentant plus légère. « J'ai simplement dit la vérité. Et vous, François, vous êtes celui qui m'a le plus surprise ce soir. » Il la regarda dans les yeux, et pendant un moment, le monde autour sembla disparaître. La musique, les lumières, les gens, tout devint flou. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de l'amitié qui fleurissait entre eux. La Ferrari était toujours là, un projet inachevé, mais la Mustang et la nuit qu'ils partageaient étaient la preuve que, parfois, les choses les plus brisées peuvent mener aux chemins les plus inattendus et les plus beaux. La nuit du gala se termina par un silence différent dans la limousine de retour vers Belleville. Ce n'était plus le silence de l'attente ou de la nervosité, mais un silence rempli d'une nouvelle couche de compréhension et d'émotion. Sophie était épuisée, mais avec une euphorie douce. Elle avait affronté le monde de François, et d'une certaine façon en était sortie victorieuse, non pas en se conformant, mais en étant authentiquement elle-même. François, à ses côtés, l'observait avec un regard qui allait au-delà de l'admiration. Il y avait une lueur de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il commençait tout juste à reconnaître. Il avait vu Sophie briller sous les projecteurs, se défendre avec dignité et montrer à tous que la vraie élégance venait de l'intérieur. « Vous avez été l'étoile de la soirée, Sophie, » dit-il, sa voix basse et sincère. « Tout le monde parlait de vous. » Elle rit, un son fatigué mais heureux. Ils parlèrent de la mécanicienne qui a osé apparaître dans une robe de gala. « C'est différent. C'est authentique, » corrigea François, tendant la main pour toucher la sienne, « et c'est ce qui compte le plus. »
Quand la limousine s'arrêta devant l'atelier, l'aube commençait déjà à teinter le ciel de tons rosés. Le monde de la haute société semblait lointain, et la familiarité de l'atelier de Sophie était un havre de paix. « Merci, François, » dit-elle, se tournant vers lui. « C'était toute une soirée, et vous avez été un gentleman. »« J'ai simplement été moi-même, » répondit-il, et il y avait une vulnérabilité dans son regard qui la toucha. Il ne voulait pas que la nuit se termine. Il y eut un moment d'hésitation, un espace suspendu entre eux, où les mots semblaient inutiles. L'attraction, autrefois un murmure, était maintenant un appel plus clair. François se pencha, et Sophie ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant au début, mais qui s'approfondit rapidement, chargé de toute l'attention, l'admiration et l'affection qui avaient grandi entre eux. Ce fut un baiser qui sentait la graisse et le parfum coûteux, le travail acharné et le luxe, deux mondes entrant en collision et se rencontrant en un point d'harmonie. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient haletants, les yeux fixés l'un sur l'autre. « Je devrais y aller, » murmura Sophie, la voix rauque. François acquiesça, mais ne la lâcha pas. « Je vous accompagne jusqu'à la porte. » Ils marchèrent en silence jusqu'à l'entrée de l'atelier. La Mustang était là-dedans, témoin silencieux de leur voyage. « À demain » demanda François, la voix pleine d'espoir. Sophie sourit, un sourire qui illumina son visage. « Toujours. » Il la regarda entrer et attendit que la lumière de l'atelier s'allume avant de se retourner et d'entrer dans la limousine. Le chemin de retour vers son penthouse à Paris semblait plus long que d'habitude. Il n'arrivait pas à arrêter de penser au baiser, à la façon dont Sophie s'était comportée, à son courage. Il avait passé toute sa vie à rechercher le contrôle, la perfection, le succès. Mais ce qu'il avait trouvé dans l'atelier de Sophie était quelque chose de bien plus précieux, l'authenticité, la connexion et une passion qu'il ne savait pas qu'il manquait dans sa vie. Dans les jours qui suivirent, la dynamique entre eux changea. L'amitié solide se transforma en quelque chose de plus, quelque chose qu'ils exploraient avec un mélange de prudence et d'enthousiasme. François continua ses visites quotidiennes à l'atelier. Mais maintenant, il y avait un objectif différent dans leur rencontre. Ils n'étaient pas seulement des partenaires de travail, ils étaient des partenaires dans une découverte mutuelle. Un jour, alors que François était à l'atelier, il regarda la Ferrari toujours garée dans le coin, intacte. La voiture qui avait été le catalyseur de tout. « Sophie, » dit-il, attirant son attention, « que pensez-vous de réparer la Ferrari ?» Sophie le regarda, surprise. « La Ferrari ? Je pensais que vous aviez abandonné. »« Je n'ai pas abandonné, » répondit François, s'approchant de la voiture. « C'est simplement, ce n'était pas le bon moment. Mais maintenant, peut-être que c'est le cas. Je veux la réparer. »« Avec vous ?» Il y avait un symbolisme dans ces mots. Réparer la Ferrari n'était pas seulement à propos de la voiture, c'était à propos de fermer un cycle, de transformer ce qui était cassé en quelque chose de nouveau, ensemble. C'était une reconnaissance de l'endroit d'où ils étaient partis et de la distance qu'ils avaient parcourue. Sophie le fixa pendant un long moment, un sourire grandissant sur ses lèvres. « D'accord, François, mais cette fois, vous ferez la plus grande partie du travail, et je serai votre mentor. » François sourit, sentant une vague d'excitation. La Ferrari, le symbole de son arrogance initiale et de leur rencontre désastreuse, était sur le point de devenir un autre pont, un autre projet partagé, une autre opportunité pour eux de construire quelque chose ensemble, pièce par pièce, tout comme ils construisaient leur propre avenir. Le projet de la Ferrari devint le nouvel épicentre de la relation entre François et Sophie. Ce n'était plus une tâche urgente, mais un travail méticuleux, presque thérapeutique. La voiture, autrefois symbole de frustration et d'arrogance, représentait maintenant la patience, la collaboration et la capacité de reconstruire. François plongea dans la tâche avec la même intensité qu'il consacrait à ses affaires, mais avec une joie et un but qui étaient entièrement nouveaux pour lui. Sophie était en effet son mentor. Elle le guidait avec la patience d'une professeure expérimentée, expliquant chaque composant, chaque outil, chaque étape du processus. François apprit à démonter et remonter des pièces complexes, à diagnostiquer des problèmes avec l'intuition d'un mécanicien et à ressentir la satisfaction de voir quelque chose de cassé reprendre vie sous ses mains. Leur conversation s'approfondissait, mélangeant jargon technique et réflexion sur la vie, sur l'importance de donner une seconde chance et sur la beauté de l'imperfection. « Vous savez, cette voiture est un peu comme nous », commenta Sophie un jour, alors que François luttait pour emboîter une minuscule pièce dans le moteur.
pleine de potentiel, mais un peu compliquée, et nécessitant beaucoup de soins pour fonctionner correctement. François rit, essuyant la graisse de son front avec son avant-bras. Et qui aurait cru que j'aurais besoin d'une mécanicienne pour m'apprendre à me réparer moi-même? Elle sourit, une lueur dans les yeux. Vous ne vous réparez pas, François. Vous vous découvrez. Et je suis là pour vous donner les outils. Les jours à l'atelier devinrent les moments les plus attendus de la semaine pour François. Il annulait des réunions, déléguait des tâches et, pour la première fois de sa vie, privilégiait quelque chose qui n'impliquait pas de profit ou de pouvoir. Il trouvait une étrange paix dans le bruit des outils, dans l'odeur d'huile et de métal, et dans la compagnie de Sophie. Ils partageaient des déjeuners simples, parlaient de leurs rêves et de leurs peurs, et construisaient une base de confiance et d'affection qui allait bien au-delà de toute romance superficielle. Un samedi, alors qu'ils travaillaient tard, l'atelier était silencieux à l'exception du son de leurs outils et d'une musique douce jouant à la radio. La Ferrari était presque prête. Le moteur, autrefois un enchevêtrement de problèmes, semblait maintenant impeccable. François s'éloigna de la voiture, admirant leur travail. « C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on travaille ensemble, n'est-ce pas ?» Sophie se tourna vers lui, les yeux fatigués mais satisfaits. « Oui, c'est vrai, et ce n'est pas seulement à propos de la voiture. » Il s'approcha d'elle, sentant l'attraction magnétique qui existait toujours entre eux. « Non, ce n'est pas le cas. C'est à propos de tout. » Il toucha son visage, sentant la douceur de la peau sous la légère saleté. « Je n'ai jamais pensé trouver quelque chose comme ça. J'étais tellement concentré sur la construction d'un empire que j'ai oublié de construire une vie. » Sophie posa sa main sur la sienne, un geste d'affection et de compréhension. « La vie est faite de moments, François, et de personnes, et de Mustangs et de Ferrari qui nous enseignent des leçons. » Il l'attira dans une étreinte serrée, sentant son corps s'emboîter parfaitement dans le sien. Son odeur, un mélange de graisse et d'un parfum léger, était désormais son parfum préféré. « Je t'aime, Sophie, » murmura-t-il, l'aveu sortant de ses lèvres avec un naturel qui le surprit. C'était la première fois qu'il disait ces mots à quelqu'un depuis très longtemps, et jamais avec autant de vérité. Sophie resserra l'étreinte, sentant le cœur de François battre fort contre le sien. Les mots de François résonnèrent dans son âme, confirmant ce qu'elle ressentait depuis un certain temps. « Je t'aime aussi, François », répondit-elle, la voix chargée d'émotion. Le baiser qui suivit fut différent des précédents. Ce n'était pas seulement de la passion, mais une promesse silencieuse, une reconnaissance d'un amour qui avait fleuri dans les circonstances les plus improbables. Ils se séparèrent, les yeux brillants de larmes et un sourire partagé. « Je pense que la Ferrari est prête pour son premier démarrage, » dit Sophie, changeant de sujet pour alléger l'intensité du moment, mais tenant toujours sa main. François acquiesça, le cœur débordant. Il s'assit sur le siège conducteur de la Ferrari, qui semblait maintenant une voiture neuve. Il tourna la clé, et le moteur ronronna doucement, sans accroc, sans à-coups. C'était un son parfait, la mélodie d'un travail bien fait et d'un avenir qui semblait enfin être sur la bonne voie. La Ferrari était réparée, et de bien des manières, François aussi. Et avec Sophie à ses côtés, il savait que n'importe quelle route qu'il prendrait serait la bonne. Le premier démarrage de la Ferrari fut plus que le son d'un moteur qui fonctionne. Ce fut la symphonie d'un nouveau départ. François et Sophie se regardèrent, un sourire de pure joie et de satisfaction sur leur visage. Cette voiture, qui un jour représenta le sommet de leur discorde, était maintenant un monument à leur union. « Vous voulez faire un tour ?» demanda Sophie, la voix pleine d'anticipation. François acquiesça, le cœur accéléré. « Bien sûr, mais vous venez avec moi. » Ils sortirent de l'atelier, la Ferrari rouge brillant sous les premières lumières du matin. L'air frais de l'aube parisienne était revigorant. François prit le volant, sentant la puissance du moteur sous ses pieds. Sophie s'assit à côté de lui, sa main reposant doucement sur sa cuisse, un geste intime devenu naturel entre eux. Le voyage fut une célébration silencieuse. Ils roulèrent dans les rues encore vides de Montmartre, le vrombissement de la Ferrari résonnant entre les bâtiments. Il n'y avait pas de destination, juste la joie d'être ensemble, de sentir le vent dans les cheveux et l'émotion d'un projet réussi. François, qui auparavant ne voyait les voitures que comme des symboles de statut, ressentait maintenant une connexion profonde avec la machine, une extension du travail et de l'amour qu'il y avait investi aux côtés de Sophie. « C'est parfait, » dit François, la voix chargée d'émotion, alors qu'il s'arrêtait à un point élevé, avec vue sur l'horizon de la ville. « Merci, Sophie, pour tout. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Nous avons fait cela, François, ensemble. » Le baiser qui suivit fut long et profond, scellant tout ce qu'ils avaient construit.
Il n'y avait plus de doute, seulement la certitude qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre quelque chose que la vie solitaire de chacun ne pouvait offrir. Dans les jours et semaines qui suivirent, la vie de François connut une transformation remarquable. Il continua à être le PDG à succès, mais son approche changea. Les réunions étaient de plus collaboratives, ses décisions plus réfléchies. Il n'était plus l'homme impatient et distant. Il y avait une nouvelle sérénité dans son apparence, une empathie nouvellement découverte qui surprenait ses collègues et même ses rivaux. Son assistant, David, remarqua le changement. « Monsieur Dupont, vous semblez plus léger, plus heureux si vous me permettez de le dire. » François sourit, un sourire sincère qui apparaissait rarement avant. « Je le suis, David. Je suis très heureux. » Il ne partagea pas les détails, mais la source de son bonheur était indéniable. Sophie, quant à elle, poursuivait sa routine à l'atelier, mais maintenant avec une joie renouvelée. La présence de François dans sa vie était un rappel constant que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus. Ils équilibraient leur monde avec maestria. François passait ses matinées à l'entreprise, mais ses après-midi et beaucoup de ses week-ends étaient consacrés à l'atelier et à Sophie. Ils dînaient ensemble, exploraient la ville à pied, et François commençait même à l'aider avec la paperasse et la gestion de l'entreprise, appliquant son expertise de manière pratique et utile. La nouvelle de la relation de François avec une mécanicienne de Belleville, bien que maintenue discrète par eux, commença à circuler dans les cercles sociaux de Paris. Certains bavardaient, d'autres exprimaient leur surprise, mais la majorité, voyant la transformation chez François, ne pouvait nier l'impact positif que Sophie avait sur lui. Un jour, François était dans son bureau révisant quelques rapports quand une idée lui vint. Il prit le téléphone et appela Sophie. « Sophie, j'ai une idée, dit-il, la voix pleine d'enthousiasme. Avec le succès de la Mustang et de la Ferrari et la façon dont vous avez transformé ma vie, je voulais faire quelque chose pour agrandir l'atelier. Pour que vous puissiez aider plus de gens, peut-être même créer un programme de formation pour les jeunes qui veulent apprendre la mécanique. Que pensez-vous d'ouvrir une deuxième unité ?» Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, et François attendit, anxieux. Il savait que Sophie valorisait son indépendance et l'authenticité de son travail. Finalement, sa voix vint, un mélange de surprise et d'émotion. « François, c'est une idée incroyable. Mais vous êtes sûr? C'est un gros investissement. »« J'en suis absolument sûr, » répondit-il, convaincu. « Ce n'est pas seulement un investissement financier, Sophie. C'est un investissement dans quelque chose en quoi je crois, en vous. Et en tout ce que vous représentez. » Sophie sentit ses yeux s'humidifier. La proposition de François n'était pas seulement une question d'affaires, c'était une question de foi, de soutien inconditionnel. C'était la preuve qu'il la voyait non seulement comme la femme qu'il aimait, mais comme une partenaire capable, une force à reconnaître. « J'adorerais, François, dit-elle finalement, la voix chargée d'émotion. J'adorerais construire cela avec vous. » Ce moment marqua le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour eux en tant que couple, mais pour l'avenir de l'atelier de Sophie. L'homme qui un jour avait envahi sa vie avec une Ferrari en panne était devenu le partenaire qui l'aiderait à construire un héritage, prouvant que les plus grandes fortunes n'étaient pas faites d'argent, mais de connexion, de passion et du courage de réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. L'idée d'agrandir l'atelier de Sophie passa rapidement d'un simple concept à un projet concret. François, avec sa vaste expérience des affaires et des investissements, prit la tête dans la recherche d'un nouveau lieu et l'élaboration d'un plan d'affaires solide. Sophie, quant à elle, apportait sa vision pratique et sa connaissance approfondie du secteur, garantissant que la nouvelle unité conserverait l'essence et la qualité qui avaient fait son succès. Les réunions, auparavant axées sur les bilans d'entreprise et les stratégies de marché, incluaient maintenant des discussions sur la location d'entrepôts, l'acquisition d'équipements de pointe et la création d'un programme pour la formation des jeunes. François se retrouvait plongé dans un monde qui lui était auparavant complètement étranger, et chaque jour, son admiration pour Sophie grandissait. Elle était une force de la nature, avec une passion contagieuse pour son travail et un désir sincère de faire la différence. « Nous avons besoin d'un espace qui soit accessible, mais qui ait aussi de la visibilité, » expliquait Sophie à François, pointant une carte de Montmartre. « Et le programme de formation a besoin d'une zone dédiée, avec des établis et des outils pour chaque élève. » François écoutait attentivement, prenant des notes et proposant des solutions créatives. « Que diriez-vous d'un entrepôt plus grand, avec une mezzanine pour la zone de formation? Nous pourrions concevoir une vitrine pour exposer certaines des voitures restaurées, attirant plus de clients,
et inspirant les jeunes. La synergie entre eux était indéniable. L'esprit stratégique de François complémentait parfaitement l'expertise technique de Sophie. Ils passaient des heures ensemble, que ce soit dans des bureaux d'architectes, des réunions avec des fournisseurs ou simplement assis dans le vieil atelier, griffonnant des idées sur des serviettes. Chaque étape du processus les unissait davantage, transformant le projet en un témoignage de leur amour et de leur partenariat. Il y eut des défis, bien sûr. La bureaucratie pour les licences et les permis était épuisante, et trouver la bonne équipe pour la nouvelle unité demandait du temps et de la patience. Mais, au lieu de se frustrer, François voyait chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre et de grandir, et Sophie, avec son optimisme inébranlable, trouvait toujours une solution ou un mot d'encouragement. Parfois, on dirait qu'on essaie de réparer un moteur avec des pièces manquantes, plaisanta François un jour, épuisé après une réunion avec des avocats. Sophie rit, lui offrant une tasse de café fort. Mais on trouve toujours un moyen, n'est-ce pas? Et à la fin, le moteur fonctionne mieux qu'avant. Ils décidèrent d'appeler la nouvelle unité Garage & Académie Sophie, un nom qui célébrait la fondatrice et le nouveau but éducatif. La nouvelle de l'expansion et du programme de formation se répandit rapidement dans la communauté, générant un grand enthousiasme. De nombreux jeunes, inspirés par l'histoire de Sophie, commencèrent à s'inscrire, impatients d'apprendre un métier et d'avoir une chance pour un avenir meilleur. Le jour de l'inauguration du Garage & Académie Sophie fut un événement émouvant. Le nouvel atelier était moderne et spacieux, avec des équipements de pointe et une zone de formation bien éclairée et équipée. Amis, clients fidèles et membres de la communauté se rassemblèrent pour célébrer. Le maire de l'arrondissement fit un discours, louant l'initiative et la vision de Sophie et François. François observait Sophie alors qu'elle saluait chaque personne, son visage rayonnant de bonheur. Elle était dans son élément, partageant sa passion et inspirant tous ceux qui l'entouraient. Il ressentit une immense fierté, non seulement pour le succès de l'entreprise, mais pour la femme qui se tenait à ses côtés. Il avait trouvé sa véritable fortune, non pas dans les actions ou les propriétés, mais dans les yeux de Sophie, dans la force de ses mains et dans la beauté de son esprit. Quand la foule commença à se disperser, François et Sophie restèrent seuls au centre du nouvel atelier, main dans la main. L'odeur de graisse neuve et de métal poli remplissait l'air. « Nous avons réussi, François », murmura Sophie, la voix chargée d'émotion. « Nous avons réussi, mon amour », répondit-il, l'attirant dans une étreinte serrée. Et ce n'est que le début. Avec la Ferrari réparée et un nouvel atelier prêt à prospérer, l'avenir semblait illimité. Ils avaient prouvé qu'avec l'amour, le partenariat et un peu de graisse, tout était possible et que les cœurs les plus improbables pouvaient s'emboîter parfaitement, comme les pièces d'un moteur bien réglé. Avec le Garage & Académie Sophie en plein fonctionnement, la vie de François et Sophie prit un nouveau rythme, une danse harmonieuse entre le monde des affaires de Paris et l'univers vibrant des ateliers de Montmartre. La nouvelle unité s'épanouit rapidement, attirant non seulement des clients à la recherche de services de haute qualité, mais aussi une vague de jeunes aspirants mécaniciens, impatients d'apprendre auprès de la meilleure. Le programme de formation, idéalisé par Sophie et soutenu par François, devint un phare d'espoir pour beaucoup. Des jeunes de diverses origines, certains avec des histoires de vie difficiles, trouvaient dans l'académie un but et un chemin. Sophie se consacrait à eux avec la même passion qu'elle consacrait aux voitures, enseignant non seulement la mécanique, mais aussi la discipline, l'éthique de travail et l'importance de la persévérance. François, quant à lui, visitait régulièrement l'académie, non seulement pour superviser l'investissement, mais pour interagir avec les élèves, partageant son propre parcours de dépassement et l'importance de trouver une passion dans ce que l'on fait. « Je n'aurais jamais pensé qu'un moteur démonté me donnerait autant de satisfaction », commenta un jour l'un des jeunes élèves, les yeux brillants d'enthousiasme. Sophie sourit, fière. C'est la magie de comprendre comment les choses fonctionnent, de donner vie à quelque chose qui semblait inerte. La présence de François dans la vie de Sophie était constante et enrichissante. Il n'était plus l'homme d'affaires distant et concentré uniquement sur les chiffres. Il cuisinait pour elle, passait des nuits à l'atelier à l'aider avec la paperasse et se risquait même à prendre une clé à molette pour de petites tâches sous le regard amusé de Sophie. Leurs conversations s'approfondirent, couvrant aussi bien les défis de la gestion d'une entreprise que les rêves les plus intimes de construire une famille. Un jour, alors qu'il dînait dans son appartement à Paris, qui ressemblait maintenant davantage à un foyer qu'à un simple espace luxueux, François regarda Sophie, une lueur dans les yeux.
Tu sais, Sophie, avant toi, ma vie était une série de réussites vides. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais je n'avais rien qui comptait vraiment, confessa-t-il, tenant sa main sur la table. Tu m'as appris que la vraie richesse ne réside pas dans les comptes bancaires, mais dans les liens que nous créons, dans la passion que nous mettons dans ce que nous faisons et dans l'amour que nous partageons. Sophie serra sa main, sentant la chaleur des mots de François. Et toi, François, tu m'as montré que tous ceux qui portent un costume ne sont pas des robots sans âme. Tu m'as appris à faire confiance, à rêver plus grand et à voir que mes rêves pouvaient devenir plus grands que je ne l'imaginais, avec la bonne personne à mes côtés. Il y eut un silence confortable entre eux, rempli de compréhension mutuelle et de l'amour qui avait grandi si fort et inébranlable. François se leva, alla vers un tiroir et sortit une petite boîte en velours. Il s'agenouilla devant Sophie, le cœur battant fort. « Sophie, tu as transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Tu es la pièce qui manquait à mon moteur, l'étincelle qui a allumé mon âme, » dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague de fiançailles simple mais élégante, avec une pierre qui brillait comme la lumière dans ses yeux. « Veux-tu être ma partenaire pour la vie, ma femme ?» Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Elle n'eut pas besoin de réfléchir. Tout ce qu'ils avaient traversé, de la Ferrari en panne à la construction de l'académie, avait mené à ce moment. « Oui, François, 1000 fois oui », répondit-elle, tendant sa main pour qu'il place la bague à son doigt. François se releva et l'attira dans une étreinte serrée, l'embrassant avec toute la passion et la promesse d'un avenir ensemble. Le baiser était le sceau d'un engagement qui allait au-delà de tout contrat, construit sur la base solide du respect, de l'admiration et d'un amour qui avait réparé non seulement des voitures, mais aussi des cœurs. La Ferrari, la Mustang et l'atelier avaient été les catalyseurs d'une histoire d'amour improbable, mais qui prouvait que, parfois, les plus grandes œuvres d'art de la vie sont celles qui sont construites à partir de pièces brisées, avec les bonnes mains et un amour qui déplace des montagnes. Leur avenir, maintenant entrelacé, promettait d'être un voyage plein de nouvelles découvertes, de défis et surtout d'un amour qui était aussi fort et bien ajusté qu'un moteur fraîchement réparé. La demande en mariage de François ne fut pas seulement un moment romantique, ce fut la consolidation d'une promesse, la fondation d'un avenir que tous deux, dans leur monde si distinct, n'avaient jamais imaginé possible. La nouvelle se répandit rapidement dans leur cercle, générant un mélange de surprise et d'admiration. La société parisienne, habituée aux mariages arrangés et stratégiques de la haute société, était intriguée par l'union du milliardaire avec la mécanicienne de Belleville. Mais pour François et Sophie, l'opinion des autres importait peu. Ce qui comptait était la connexion indéniable qui les unissait. Les préparatifs du mariage furent un parfait reflet de leur partenariat. François, avec sa capacité d'organisation et ses ressources illimitées, était prêt à planifier un événement grandiose. Sophie, cependant, apporta sa passion pour l'authenticité et la simplicité. « Nous n'avons pas besoin d'un mariage en couverture de magazine, François, » dit-elle, alors qu'il montrait des options de lieux luxueux. « Je veux quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui célèbre qui nous sommes et d'où nous venons. » François, à la surprise de beaucoup, accepta avec enthousiasme. Il avait appris à valoriser la perspective de Sophie, réalisant que la vraie beauté résidait dans l'authenticité. Ils optèrent pour une cérémonie intime, mais élégante, dans un jardin botanique au cœur de Paris, un lieu qui unissait la sophistication de la ville à la beauté naturelle que Sophie appréciait tant. Sophie choisit une robe qui, bien que somptueuse, n'était pas exagérée, reflétant sa personnalité forte et élégante. François, quant à lui, porta un costume sur mesure, mais avec une lueur dans les yeux, qui le rendait méconnaissable pour ceux qui l'avaient connu dans sa phase antérieure. Alors que les préparatifs avançaient, le garage Académie Sophie continuait à prospérer. La deuxième unité dépassait les attentes, et le programme de formation avait déjà diplômé sa première promotion de jeunes mécaniciens prêts à entrer sur le marché du travail. À chaque remise de diplôme, Sophie et François ressentaient une immense fierté, voyant l'impact positif qu'ils avaient sur la vie de tant de personnes. « C'est plus gratifiant que de conclure n'importe quelle affaire de plusieurs millions », confessa François à Sophie après la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion. Sophie sourit, se blottissant contre son bras. C'est la différence entre construire quelque chose pour soi-même et construire quelque chose pour le monde. Le jour du mariage arriva, ensoleillé et parfait. Le jardin botanique était décoré de fleurs simples mais vibrantes, et l'ambiance était de pure joie et d'amour.
Parmi les invités, il y avait un mélange d'amis et de famille de Sophie de Belleville, quelques-uns des élèves de l'Académie et les collègues de François du monde des affaires. C'était une fusion de deux mondes qui auparavant semblaient irréconciliables. Quand Sophie remonta l'allée, François sentit un nœud dans sa gorge. Elle était radieuse, avec un sourire qui illuminait tout le lieu. Il avait vu beaucoup de belles choses dans sa vie, mais aucune ne se comparait à la vision de Sophie venant vers lui, prête à devenir sa femme. Les vœux qu'ils échangèrent furent sincères et émouvants. François parla de comment Sophie l'avait réparé, lui apprenant à voir la vie avec d'autres yeux et à valoriser ce qui comptait vraiment. Sophie, à son tour, promit de l'aimer et de le soutenir, rappelant à tous que leur amour avait fleuri entre la graisse et les moteurs et qu'il était aussi fort et résistant que l'acier. « Je promets d'être ton partenaire, ton confident et ton meilleur ami, » dit François, tenant ses mains. « Je promets de t'aimer à chaque virage de la route, dans chaque défi et dans chaque victoire. Tu es mon moteur, Sophie, et sans toi, je ne fonctionne pas. » Sophie sourit, les yeux humides d'émotion, « Et je promets d'être ton ancre, ton havre de paix et ton inspiration. Je promets de te garder les pieds sur terre, mais aussi de t'aider à voler. Tu m'as appris à rêver plus grand, François, et j'ai hâte de construire notre avenir, pièce par pièce, avec toi. » Le baiser qui scella l'union fut applaudi avec enthousiasme. Ils étaient enfin mari et femme. La fête qui suivit fut animée avec de la musique, de la danse et beaucoup de conversations. François, à la surprise de beaucoup, dansa avec Sophie toute la nuit, riant et célébrant la vie qu'ils avaient construite ensemble. À la fin de la soirée, alors qu'ils disaient au revoir aux derniers invités, François et Sophie s'embrassèrent, observant les lumières de la ville. « On dirait qu'on a réparé plus qu'une simple Ferrari, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, la tête appuyée sur l'épaule de François. François la serra dans ses bras. « Nous avons réparé nos vies, mon amour, et construit quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel empire. » Avec leur mariage, François et Sophie n'avaient pas seulement uni leur vie, mais aussi leur monde. Le milliardaire et la mécanicienne avaient prouvé que l'amour véritable ne connaît pas de barrière de classe ou de statut, et que les plus grandes fortunes sont celles construites dans le cœur, avec la passion de ceux qui savent que, parfois, il faut se briser pour se reconstruire, et que le voyage avec la bonne personne à ses côtés est toujours la plus belle partie. La vie de mariée pour François et Sophie ne fut pas une transition abrupte, mais une évolution naturelle de tout ce qu'ils avaient déjà construit. L'appartement de François à Paris, autrefois un refuge de luxe et de solitude, se transforma en un foyer vibrant, rempli de l'odeur du café frais le matin, des plans griffonnés sur des serviettes et du son du rire de Sophie résonnant dans les pièces. Le vieil atelier à Belleville, quant à lui, continuait d'être le cœur de Sophie, et François y passait de plus en plus de temps, non seulement comme investisseur, mais comme apprenti et partenaire actif. Leur routine était une tapisserie tissée avec des fils de monde distincts. François dirigeait toujours son entreprise, avec la même perspicacité, mais maintenant avec une sérénité et une vision plus humanisée, influencée par Sophie. Il découvrit que les leçons apprises à l'atelier, la patience pour diagnostiquer un problème, la précision pour réparer une pièce et la satisfaction de voir quelque chose fonctionner parfaitement, étaient également applicables au monde des affaires. Sophie, quant à elle, continuait à gérer l'atelier principal et à superviser le garage et l'Académie Sophie avec son énergie inépuisable. L'Académie devenait un modèle de réussite, avec des histoires inspirantes de jeunes qui, grâce au programme, avaient trouvé un chemin et une profession. Sophie, avec le soutien de François, commença à penser à étendre le programme à d'autres villes, rêvant de reproduire l'impact positif à plus grande échelle. Imagine, François, une académie dans chaque grande ville. Nous pourrions donner une chance à tant de jeunes qui n'ont pas d'opportunité, dit-elle un soir, feuilletant des rapports de performance de l'académie. François l'observa, admiratif. C'est un rêve ambitieux, Sophie, mais si quelqu'un peut le réaliser, c'est toi, et je serai à tes côtés à chaque étape. Leur partenariat ne se limitait pas aux affaires. Les week-ends, ils exploraient Paris d'une manière que François n'avait jamais faite auparavant. Sophie l'emmenait dans des marchés aux puces, dans de petits restaurants cachés à Belleville et dans des parcs où il pouvait simplement s'asseoir et observer le mouvement de la ville. François, en retour, l'introduisait à des concerts de jazz, des expositions d'art et des dîners, dans des restaurants étoilés, lui montrant un côté de la ville qu'elle expérimentait rarement. Ces expériences partagées enrichissaient leur vie et approfondissaient leurs liens. L'un des plus grands plaisirs de François
était de voir Sophie dans son élément, enseignant à l'académie. Il l'observait avec les élèves, la façon dont elle expliquait des concepts complexes avec simplicité, la patience avec laquelle elle corrigeait une erreur et l'encouragement qu'elle donnait à chacun. Il était évident qu'elle n'enseignait pas seulement la mécanique, elle façonnait des vies. « Tu as un don, Sophie, lui dit-il un jour, après un cours à l'académie. Ce n'est pas seulement à propos des voitures, c'est à propos des personnes. » Elle sourit, une lueur dans les yeux. « C'est à propos de réparer ce qui est cassé, François, que ce soit des voitures ou des vies. » Leur vie, bien que remplie de travail et d'ambition, était également ponctuée de moments de pure intimité et de plaisir. Des soirées cinéma à la maison, de longues conversations sur l'avenir, et même quelques voyages spontanés hors de la ville, où ils pouvaient se déconnecter et simplement être François et Sophie, loin des projecteurs et des responsabilités. La présence de la Ferrari, le catalyseur de tout, était un rappel constant de leur voyage. Elle était maintenant garée dans le garage de l'appartement de François. Impeccable, un symbole de dépassement et de transformation. Parfois, lors d'un week-end ensoleillé, il la sortait pour une promenade, sentant la puissance du moteur et la brise sur le visage, revivant l'émotion de la première fois où la voiture avait pris vie. Un an après le mariage, alors qu'ils célébraient leur premier anniversaire avec un dîner tranquille à la maison, Sophie regarda François avec un sourire énigmatique. « François, commença-t-elle, la voix douce, il y a quelque chose que je voulais te dire. » Il la regarda, curieux. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» Elle prit sa main, les yeux humides d'émotion. « Notre moteur, je pense qu'il va gagner une nouvelle pièce, une très petite, mais qui va tout changer. » François mit un moment à traiter les mots, puis ses yeux s'écarquillèrent de compréhension. Un énorme sourire s'épanouit sur son visage. Il se leva, contourna la table et s'agenouilla à côté d'elle, l'embrassant fort. « Tu es enceinte ?» murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Sophie acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Oui, François, nous attendons un bébé. Ce moment scella un nouveau chapitre, non seulement pour eux, mais pour la famille qu'ils construisaient. » Le milliardaire et la mécanicienne, qui s'étaient rencontrés par hasard à cause d'une voiture en panne, étaient maintenant sur le point de donner vie à une nouvelle génération. Une preuve vivante que l'amour, le partenariat et la capacité de réparer ce qui semblait irrémédiablement endommagé pouvaient créer les plus belles et inattendues œuvres d'art de la vie. L'avenir, maintenant, promettait d'être encore plus riche, plein de nouveaux défis, de joies et de l'amour inconditionnel d'une famille qui naissait de la plus improbable des unions. La nouvelle de la grossesse de Sophie résonna comme la mélodie la plus douce dans le foyer de François et de Sophie. Ce petit être, encore une promesse, redéfinissait déjà leurs priorités et approfondissait la connexion entre eux. François, l'homme d'affaires implacable, se retrouva à lire des livres sur la paternité et à discuter de noms de bébés avec le même sérieux avec lequel il analysait des rapports financiers. Sophie, la mécanicienne intrépide, ressentait une nouvelle vulnérabilité et une force encore plus grande, celle d'une mère en formation. Les mois qui suivirent furent de préparation et d'attente. L'appartement à Paris gagna une chambre de bébé décorée avec amour, mélangeant la sophistication de François avec la touche pratique et accueillante de Sophie. À l'atelier, le ventre de Sophie devint un sujet de conversations animées, et les élèves de l'académie, qui la voyaient comme un mentor et une figure maternelle, partageaient la joie du couple. François devint encore plus présent, accompagnant Sophie à chaque consultation, s'assurant qu'elle ait tout le confort et le soutien nécessaires. Il l'observait avec un amour qui débordait, émerveillé par la façon dont elle portait la vie, si différente, mais si complémentaire à la vie qu'il construisait dans le monde des affaires. Le jour de la naissance arriva de façon inattendue, comme un moteur qui tousse et soudain reprend vie avec une force totale. Ce fut une nuit longue et épuisante, mais François resta aux côtés de Sophie, tenant sa main, murmurant des mots d'encouragement et d'amour. Il vit sa force, la résilience qui la rendait capable de réparer n'importe quoi, y compris d'apporter une nouvelle vie au monde. Quand le cri du bébé remplit la salle d'accouchement, un silence révérencieux s'empara de François. Il regarda Sophie épuisée, mais avec un sourire radieux, puis le petit paquet que l'infirmière plaçait dans ses bras. C'était une fille, petite et parfaite, avec des yeux curieux et des cheveux foncés comme ceux de Sophie. « Elle est magnifique », murmura François, les larmes coulant librement sur son visage. Lui, l'homme qui montrait rarement ses émotions, était complètement conquis. Ils l'appelèrent Aurore,
un nom qui signifiait aube, le début d'un nouveau jour, d'une nouvelle ère pour la famille. L'arrivée d'Aurore fut le point culminant d'un voyage improbable. Elle était la pièce finale, la plus précieuse, qui complétait le moteur de leur vie. Dans les années qui suivirent, la vie de François et Sophie fut une symphonie d'amour, de travail et de but. Le Garage & Academy Sophie s'étendit à d'autres villes, devenant un phare d'opportunités pour les jeunes dans tout le pays. François, maintenant un père et un mari comblés, utilisait son influence et ses ressources pour soutenir la mission de Sophie, voyant dans l'éducation et l'autonomisation la véritable richesse. Aurore grandit dans un foyer où l'odeur de graisse se mêlait au parfum des livres, où les discussions sur les moteurs alternaient avec des histoires de contes de fées. Elle passait du temps à l'atelier avec Sophie, observant avec fascination les outils et les voitures, et aussi au bureau de François apprenant sur les chiffres et les stratégies. Elle était le pont vivant entre les deux mondes que ses parents avaient unis. Par un jour ensoleillé, des années plus tard, François et Sophie observaient Aurore, déjà une préadolescente, aidant l'un des nouveaux élèves de l'académie à identifier une pièce de moteur. Elle avait la patience de Sophie et la curiosité de François, une combinaison parfaite. « Tu te souviens de la Ferrari, François ?» demanda Sophie, se blottissant contre son bras. « On dirait que réparer cette voiture nous a amenés à réparer bien plus que ce que nous imaginions. » François sourit, embrassant le haut de sa tête. « Oui, mon amour, nous avons réparé nos vies et construit notre chef-d'œuvre. » Ils s'embrassèrent, observant leur fille et l'atelier vibrant, un héritage d'amour, de travail et de la croyance inébranlable que, avec les bonnes mains et un cœur ouvert, il est possible de transformer ce qui est brisé en quelque chose d'infiniment plus beau et fonctionnel. Le milliardaire et la mécanicienne, unis par le destin et l'amour, avaient prouvé que les plus grandes fortunes ne se mesurent pas en argent, mais en connexion, en but et dans la joie de construire une vie ensemble, pièce par pièce, avec un amour qui n'a jamais eu besoin de réparation.